Bruno Kettel, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes député de l'Eure, de la 4e circonscription, si je ne me trompe pas. L'inflation continue à occuper tous les esprits avec tous les commentaires qu'on a entendus sur cette indemnité inflation, 100 € pour tous ceux qui touchent moins de 2000 € net par mois. Ça a été annoncé par le gouvernement et on peut dire que ça suscite beaucoup de commentaires. Par exemple, Valérie Pécresse regrette que ça soit finalement assez injuste. Elle explique que d'un côté, on peut avoir une mère célibataire avec 3 enfants à 2100 € net, elle n'a pas droit à l'aide, et de l'autre, un étudiant sans voiture qui, elle, va toucher 100 €. Vous reconnaissez le côté forcément injuste d'une mesure aussi carrée ? Mais toutes les mesures avec des seuils et des paramètres sont toujours considérées comme injustes par celles et ceux qui ne sont pas éligibles. Mme Pécresse est candidate au présidentiel, elle est dans son rôle d'opposante systématique. Bon, je vois qu'elle propose une baisse des taxes tout en dénonçant l'accroissement de la dette. Je comprends qui pourra la logique qui la guide dans sa réflexion. On peut néanmoins un peu adoucir ce côté injuste, penser à des effets de seuil ou à des indemnités complémentaires pour ceux qui sont juste au-dessus. Je n'ai pas le sentiment qu'il soit prévu de corriger, si ce devait être toutefois nécessaire, ce qui a été annoncé par le Premier ministre. La mesure, elle est clairement énoncée. Il s'agit d'une mesure anti-inflation et non pas anti-hausse des prix du carburant. Donc ça peut concerner aussi des personnes qui n'ont pas de véhicule, par exemple, mais qui sont touchées par l'augmentation des prix dans leur vie courante, et notamment les plus modestes. Ce sentiment d'inflation généralisée, ce problème du pouvoir d'achat, dans votre circonscription, est-ce que c'est le premier sujet de préoccupation, comme semblent l'indiquer les sondages ? Sincèrement, ce n'est pas le sujet majeur, hein, mais on sent quand même, c'est plutôt l'insécurité chez moi qui prévaut sur mon territoire. Zone urbaine, donc insécurité. Ouais, mixité rurale, urbaine, et c'est toujours paradoxalement en milieu rural que la question de l'insécurité est la plus prégnante dans l'esprit les plus partagés. Maintenant, corriger les effets induits par une inflation structurelle ou conjoncturelle, ça reste à déterminer. Ça revient aussi parfois à prendre des mesures qui pourraient apparaître comme étant défavorisantes pour telle ou telle catégorie de la population. Donc c'est toujours la question du juste milieu qu'il convient de trouver. Et les mesures annoncées par Jean Castex semblent y répondre. Alors elles y répondent dans l'urgence. Si ça devait continuer ce système d'inflation, la seule solution c'est quand même une hausse des salaires. Est-ce que ça doit être un angle d'attaque pour la prochaine présidentielle, pour la majorité sortante ? Vous savez, la hausse des salaires, elle dépend avant tout des employeurs. Et il convient de ne pas rentrer en frontal avec le tissu économique. On sort de pratiquement 2 ans de Covid. La croissance est là, on est à près de 7 points de croissance. Il faut que la machine économique se remette en place et surtout que la croissance à ce niveau-là s'installe durablement dans notre pays. Et c'est avec ces mécanismes-là qu'on arrivera à augmenter les salaires et à faire supporter les aléas conjoncturels, y compris internationaux, pour nos populations. On peut stimuler l'envie des employeurs d'augmenter les salaires en augmentant, et ça dépend de l'État, le SMIC. 10% d'augmentation, c'est ce que propose Arnaud Montebourg, par exemple. Ça vous semble raisonnable, accessible ? Non, mais Arnaud Montebourg sait très bien que les mesures qu'il préconise ne sont pas réalisables. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'inscrit dans un rôle, lui aussi, d'opposant systématique. J'ai même vu qu'il envisageait de porter plainte contre le président de la République prochainement. Tout ça, c'est de la démagogie à l'état pur, malheureusement sans discernement, et qui laisse à croire à celles et ceux qui pourraient appréhender ces annonces pour argent comptant, justement, que le nécessaire et l'utile n'est pas réalisé par les pouvoirs publics actuels. Il convient d'être dans la raison dans les préconisations qu'on peut formuler et ne pas rentrer dans la surenchère démagogique comme on a pu y accéder ce week-end. Est-ce que cette surenchère démagogique, c'est pas la rançon finalement du quoi qu'il en coûte ? Le gouvernement a fait le quoi qu'il en coûte pendant la Covid, alors maintenant, voilà, tout le monde veut faire des propositions généreuses. Enfin, ceci dit, pour le coup, sur les marchés dans ma circonscription, j'ai trouvé personne pour se plaindre du quoi qu'il en coûte, de la prise en charge du chômage partiel, des prêts garantis par l'État pour les entreprises et de toutes les mesures d'accompagnement qui ont pu être formulées. Donc maintenant, on sort de cette pandémie, en tout cas, on doit le souhaiter et tous rester vigilants pour que cela ne soit pas remis en cause. Et on rentre dans une autre étape qui est celle du débat présidentiel aussi, mais aussi du projet moyen-long terme pour notre pays. Alors Anne Hidalgo, elle est dans ce débat puisqu'elle a été investie officiellement hier candidate du PS. Elle avait commencé par des propositions qui ont été considérées comme irréalisables, doubler le salaire des profs en 5 ans. Là, elle revient sur un autre terrain, mais toujours avec cet objectif d'égalité salariale. Mais cette fois, elle dit égalité homme-femme à tous les niveaux en 5 ans. Est-ce que c'est possible ? Mais bien sûr que tout cela confère aussi encore un discours à la fois. On est plus quasiment dans le populisme que dans le démagogique en l'occurrence. Pourquoi ? Parce que Mme Hidalgo, après avoir promis, vous l'avez rappelé, de doubler les salaires des profs, comme si les policiers ne l'intéressaient pas et d'autres catégories de fonctionnaires ne l'intéressaient pas, elle en vient aujourd'hui à dire « je veux une égalité parfaite homme-femme ». Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Des mesures fortes ont été prises sur les salaires ces dernières années, sur aussi l'accès au statut de dirigeant d'entreprise. Et on ne va pas décréter
d'un coup de baguette magique ou par une phrase toute simple, que hommes et femmes seront égaux dans toutes les sphères de la vie courante. Ça reviendrait quelque part à nier le fait que chacun a son destin, quel que soit notre propre sexe. Vous pensez que l'électorat féminin ne peut pas être sensible à cela? L'injustice salariale, c'est très criant chez les femmes. Non, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler à cela, mais je pense simplement que les femmes qui peuvent être concernées connaissent très bien aussi les paramètres qui font qu'aujourd'hui, il puisse y avoir des différences ou des divergences. Maintenant, Madame Hidalgo est dans son rôle. Je mesure quand même que c'est un peu difficile pour elle de faire décoller sa campagne. Donc je pense que dans les jours et semaines à venir, nous aurons d'autres propositions, tous les plus attrayantes les unes que les autres. Elle en a une, hein, elle propose un bouclier pour les ménages, que le logement ne représente jamais plus de 30% des revenus d'un ménage. Oui, mais qui perd la différence vis-à-vis des propriétaires, vis-à-vis des bailleurs et autres? Tout cela, je vous dis, participe à un formidable concours de démagogie. Dernière proposition qu'elle partage avec les Verts, c'est l'ISF climatique. C'est-à-dire, vous avez beaucoup d'argent, vous êtes concerné par la grande fortune. Si vous faites des placements qui polluent, certaines banques, certains placements sont identifiés comme polluants, on vous sanctionne. Réalisable? Bien sûr que non. Bien sûr que non. On est dans un pays de liberté et les personnes riches peuvent faire ce qu'elles veulent de leur argent. Et on est aussi dans un espace plus vaste qui s'appelle l'Union européenne, avec des règles aussi de libre circulation à l'échelle de ce continent. On est aussi dans une économie mondialisée. Donc ramener tout à l'échelle hexagonale en laissant croire que tout se réglera avec Astérix à la tête du village me paraît à la fois déraisonnable et encore une fois malheureusement démagogique. Alors c'est sa réponse au réchauffement climatique. On aura aujourd'hui les propositions de RTE, l'un des grands organismes de transport de l'énergie en France, pour essayer de sortir du tout carbone. Dans votre département, où on a la problématique du nucléaire, en tout cas la Normandie est très concernée, est-ce que les mini-centrales nucléaires, ça plaît? Est-ce que le nucléaire, ça attire? Ou est-ce qu'au contraire, l'électorat devient nucléaro-sceptique? C'est aussi de l'emploi. Les mini-nucléaires sur les territoires comme la Normandie, par exemple. C'est aussi de l'emploi induit et en matière de sous-traitance. Et ça génère donc de la capacité d'aménagement du territoire, d'accueil de nouvelles populations et de développement de ces mêmes territoires. Donc il ne faut pas tout balayer d'un revers de la main, sauf à déstabiliser aussi des champs entiers de l'économie nationale. À propos d'emploi, Arnaud Montebourg, vous le disiez tout à l'heure, accuse le président. Il l'accuse d'avoir été un destructeur du Made in France et notamment d'avoir laissé filer des fleurons français à l'étranger. Que lui répondre? Mis à part la marinière, moi, j'ai pas d'autres souvenirs de l'impact de Arnaud Montebourg lorsqu'il était ministre du redressement productif. Je cherchais le terme tellement il était anachronique. Maintenant, lui répondre qu'il convient de s'inscrire là aussi dans la logique économique qui pilote le développement industriel. Et la désindustrialisation de la France, c'est pas Emmanuel Macron, c'est plutôt les prédécesseurs d'Emmanuel Macron, qu'il s'agisse de François Hollande, de Nicolas Sarkozy. On est rentré, sous ces 10 années, on était dans une logique du tout économique, mais profit. On n'était pas dans l'aménagement du territoire, on était dans la déstructuration des filières, on était aussi dans les conséquences du coût du travail qui entraînait un certain nombre de délocalisations. C'est tout ça qu'il faut réparer. Et on peut l'enrayer ou c'est trop tard? Et on doit dire en France, l'industrie n'est plus notre avenir, on va aller vers le tourisme, vers le tertiaire. Je crois qu'on est déjà dans un retour de l'industrie sur le territoire national. On peut le constater sur plusieurs endroits de l'Hexagone. Les mesures prises, notamment en allègement du coût du travail et en mesures fiscales incitatives à la réindustrialisation du pays, semblent porter leurs fruits. Le plein emploi, dans l'heure, c'est un objectif réalisable ou on n'y arrivera jamais? Qu'il s'agisse de l'heure ou de l'Hexagone, le plein emploi est un objectif souhaitable. Maintenant, on sent une augmentation des embauches, de la création des emplois, mais on a aussi un sujet qui a trait à la non-possibilité de coordonner, je dirais, les mesures sociales qui sont offertes aux populations en période de difficulté et la nécessité, là, d'être dans l'incitation au retour au travail. On a trop axé sur le social, donc on a finalement incité les gens à y rester plutôt qu'à prendre un emploi. On a été un peu trop généreux. Mais ça fait des décennies. Ça fait des décennies qu'on a inscrit dans la mentalité, dans l'état d'esprit collectif et général, qu'il est parfois possible de rester dans une situation de non-emploi et de s'en sortir mieux, et d'avoir une vie qui soit pas désagréable. Il y a aujourd'hui des personnes demandeurs d'emploi qui perdent de l'argent si elles doivent retourner sur le chemin du travail. Tout cela n'est plus possible. La réforme de l'assurance chômage a été appliquée pour ça. Oui. Combien de temps avant d'avoir des résultats? Quelques mois, j'en suis persuadé. Avant la présidentielle, on verra déjà l'impact. J'en suis persuadé, ça ira très vite. Éric Zemmour veut supprimer le permis à points et le 30 km/h dans les centres-villes. Est-ce que ça, c'est démagogique ou est-ce que c'est de bon sens vu ce que vivent les automobilistes? Je pense qu'il a oublié les feux rouges et les ronds-points.
Et les tunnels, tout ça, ne frise plus la démagogie, là on est au-delà. Je pense qu'Éric Zemmour est dans une dérive quotidienne, avec des propositions les plus farfelues chaque jour qui passe. Il faut attendre celle de demain. Quand vous entendez François Hollande, à travers son livre Affronter, dire le président de la République actuelle, il est comme quelqu'un une grenouille qui saute sur un nénuphar de sujet en sujet. Qu'est-ce que ça vous laisse penser de cet ancien président que vous avez soutenu? Je l'ai même parrainé, là, puisque j'étais maire en 2012. Vous avez signé pour François. J'ai signé pour lui et malheureusement, on a très vite pu mesurer qu'on irait de déception en déception. Les grandes promesses du discours du Bourget ont été balayées d'un revers de la main dès son élection. Et il a menti aux Françaises et aux Français dans ce qu'il a pu leur proposer. Il s'est inscrit dans une logique plus libérale que Nicolas Sarkozy sur certains aspects. Et son propre comportement a fait qu'il a plus que désacralisé la fonction. Dernière question, pour revitaliser la démocratie, êtes-vous pour le droit de vote à 16 ans? Comme les Verts, mais aussi comme Clément Beaune, par exemple, ministre des Affaires européennes. Écoutez, j'ai interrogé mes 3 enfants qui ont 23, 20 et 18 ans. Et je leur ai demandé qu'est-ce que vous en auriez pensé si on vous avait donné le droit de vote à 16 ans. Ils m'ont dit, mais c'est beaucoup trop tôt. On sait qu'on va voter pour toute notre vie. Foutez-nous la paix. À 16 ans, foutez-nous la paix. Et après, venir expliquer qu'en instaurant le droit de vote à 16 ans, on mettra à mal l'abstention est complètement anachronique, puisque par définition, les jeunes qui ont aujourd'hui 16 ans ne votent pas, donc on ne peut pas comptabiliser l'impact de ce que serait pour eux le droit de vote si une telle mesure devait être adoptée. Bruno Kettel, merci, bonne journée. Merci à vous.